Super. Donc, bienvenue à tous pour la formation. C'est vraiment une formation sur SQL pour pouvoir introduire donc SQL. Et on a eu à peu près une cinquantaine de personnes qui se sont inscrites. Je lui dis que non, je pense qu'on peut aller à plus. Je vais partager même un lien dans le chat où la question était posée sur le forum. Là, tu peux lire plus de détails là-dessus, mais c'est pas la taille maximale que tu peux atteindre. OK? C'est que je pense qu'au début, il y a un moment donné où c'était la limite, mais depuis lors, on dépasse facilement cette taille-là. OK? Donc, maintenant que nous avons notre base de données, ce qu'on va faire maintenant, pendant les 20 minutes, on va beaucoup décortiquer la requête select. Donc, la requête select, c'est la requête la plus utilisée dans SQL. Okay? C'est vraiment la requête qui vous permet, si vous ne connaissez que la requête, moi je fais une confidence là, si vous ne connaissez que la requête select au niveau de SQL, vous pouvez dire aux gens que vous faites du SQL. C'est-à-dire que c'est vraiment la base. Si vous arrivez à comprendre la requête select, vous pouvez dire donc à vos gens que vous n'avez pas un niveau avancé, pas un niveau intermédiaire, mais vous pouvez mettre SQL sur votre CV, dire que vous faites du SQL. Si vous arrivez juste à comprendre les différentes variantes donc, de la requête select. Parce que si vous vous rappelez, donc, quand je vous ai présenté les éléments, je vous avais dit qu'il y avait du DDL. Le DDL, on l'a fait rapidement avec le create. On a créé des choses, on a créé des choses. On n'a pas fait du DCL, mais vous voyez, il y a 3 types de requêtes dans le DDL et 4 types de requêtes au niveau du DML. Mais regardez, celui-là, là, le select, là, qui vous permet de voir les données, de pouvoir aller poser des questions à ce qu'il y a dans la base de données. Le select, c'est le plus utilisé. C'est vraiment le plus utilisé. Donc, si vous maîtrisez toutes les facettes donc, de la requête select, après cette formation, pour ceux qui n'ont jamais fait du SQL, moi, je vous dis, tapez select cours SQL select juste sur Google. Vous allez voir qu'il y a plusieurs utilisations du select qui peut être fait pour pouvoir faire des jointures, pour pouvoir même faire des sous-requêtes, des requêtes dans des requêtes. Donc, le select est très, très puissant dans l'utilisation. C'est comme lorsque je vous dis au niveau de Microsoft, de Office, Excel, si vous maîtrisez bien Excel, ben, vous pouvez mettre que vous maîtrisez Office sur votre CV parce que ça soit Word, PowerPoint, Outlook, etc., ça, c'est du détail. C'est vraiment Excel qui est comme le cœur de Office. Lorsque vous êtes dans Office du bureau, là, les versions, Excel, c'est vraiment l'outil que moi, je trouve qui est le plus puissant de vous à moi. Donc, select, c'est vraiment la requête qu'il faut comme maîtriser et comprendre. Donc, je vais juste prendre 5 minutes, OK? 5 minutes de notre temps pour vous expliquer la structure de la requête select. OK? Vous expliquer la structure de la requête select. D'abord, la requête select, elle permet de faire quoi? La requête select permet de pouvoir sélectionner, de pouvoir afficher, donc de pouvoir aller récupérer des données à l'intérieur de votre base de données. Donc, de pouvoir aller récupérer des données à l'intérieur de vos tables. Donc, c'est ça le principe vraiment de l'utilité, l'objectif du select, c'est vraiment d'aller sélectionner les données dans votre base de données. OK?
de l'afficher. Donc ici, par exemple, je suis en train de sélectionner les deux colonnes de la table Production Category Store. Donc, l'instruction select va toujours va être structurée de quelle manière? Va être structurée de cette manière-là. Vous allez avoir, je vais mettre un virgule, vous allez avoir select et vous allez voir une particularité. Lorsque vous utilisez un mot dans SQL et que le mot, c'est un mot réservé, c'est-à-dire que c'est une instruction, le mot va se mettre en couleur. OK? Va se mettre en couleur. OK? Vous voyez par exemple, c'est-à-dire que vous allez voir que le mot va se mettre en couleur contrairement à juste un champ. Donc, select, c'est la première partie donc, de l'instruction et from, c'est la deuxième partie donc, de l'instruction. Select ici, devant select, ce qu'on met, on va mettre les colonnes, les noms des colonnes. Je vais taper, mais oublier ces trucs-là. Les noms des colonnes qu'on veut afficher, OK? Qu'on veut afficher. Ignorer les couleurs. OK? Donc, devant Select, on va mettre le nom des colonnes qu'on veut afficher séparées par une virgule. OK? On va mettre ça au niveau de Select. Quelles sont les colonnes qu'on veut afficher? Donc, ici, dans notre premier cas, on veut afficher les colonnes catégorie, OK? Et les colonnes name. Je peux même enlever ça. Pas besoin de crochet. Généralement, les crochets, on va le mettre s'il y a, par exemple, de l'espace. Des fois, il peut y avoir de l'espace entre trucs là, mais quand on n'a pas d'espace, on n'a pas besoin de crochet. Donc, ici, par exemple, dans notre premier select, vous voyez ce qu'on veut afficher. On veut afficher la colonne catégorie, le champ catégorie et le champ catégorie name. Donc, c'est les deux qu'on veut afficher. Donc, on va mettre devant le select le nom des colonnes qu'on veut afficher séparées par une virgule. Donc, vous voyez ici, il y a une virgule qui est là, qui sépare les deux colonnes. C'est bon? Maintenant, au niveau du from, la deuxième partie de l'instruction, qu'est-ce qu'on va mettre là-bas? Au niveau du from, on va mettre ici le nom de la table. Donc, quand je vais dire table, le nom de la table, donc on peut mettre le serveur. On peut faire tout l'arborescence, en fait. Serveur, base de données, etc. Et puis jusqu'à la table. Okay? Mais le principe même, c'est de dire qu'on veut le nom de la table dans laquelle se trouvent les champs cités, les champs qu'on veut afficher. Okay? Donc, notre requête select de base, parce que select peut être plus compliqué que ça. Donc, c'est de sélectionner les champs qu'on veut afficher from la table dans laquelle se trouvent ces champs. Supposons que, par exemple, j'enlève donc catégorie name et que je m'arrête juste à catégorie, OK, ici, et que je fais select. Donc, vous êtes d'accord avec moi que le résultat affiche juste le champ catégorie ID. OK? Donc, on a la possibilité de pouvoir afficher les colonnes qu'on désire afficher. On va essayer de prendre une table qui a plusieurs données. Je pense que c'est la table Customer qui a plusieurs colonnes. OK? Donc, ici, on est dans la table Cell Customer. OK? On veut pouvoir afficher toutes ces colonnes-là. OK? Dans SQL Server, il y a une fonction qui nous permet ici, lorsqu'on fait un clic droit, vous m'avez vu l'avoir fait tout à l'heure, on peut faire sélectionner les 100 premières lignes et il vous donne l'instruction par défaut. OK? Mais il met un top 100 dont je n'ai pas besoin. Je vais faire copier, je vais revenir à notre page ici et je vais coller. OK? Je vais réduire. Voilà. Donc, ici, par exemple, je n'ai pas besoin de cette partie-là.
OK? Donc, ici, par exemple, dans cette instruction que vous avez à l'écran, vous avez select, sélectionne-moi la colonne Customer ID, la colonne First Name, Last Name, Phone, Email, Street, City, State, Zip Code, From. De la table, donc la table, il a mis ici le database, Sales, Customer. Pourquoi est-ce qu'on a mis le database? Parce que peut-être que la même table peut se trouver dans différentes bases de données. Donc, pardon, c'est pourquoi ici, on met donc Select From, ce truc-là. Maintenant, supposons que je n'ai pas besoin du téléphone. Donc, ici, par exemple, je mets les deux tirets dans SQL Server. Les deux tirets permettent de faire des commentaires. Si vous voulez commenter le code, OK? Commentaire, on fait les deux tirets et vous allez voir, les lignes se passent en vert. Donc, des fois, lorsqu'on est en train de faire de la programmation et qu'on veut documenter notre code, on veut par exemple dire ici que dans la requête qui suit, on va sélectionner. Donc, je sélectionne. Donc, vous allez documenter l'information pour que si une autre personne ouvre ce code-là, la personne sache ce que vous faites, vous essayez de faire au niveau de ce code-là. Donc, c'est ça le commentaire. Donc, quand je mets un commentaire au niveau de ces colonnes, c'est comme si je demande au code de ne pas les rouler parce que le code ne roule pas les commentaires. Donc, c'est comme je lui dis, ignore-moi ces colonnes-là. Okay? Donc, je dis, ignore-moi ces colonnes. Donc, qu'est-ce que je veux voir? Je veux juste voir l'ID, le nom, le prénom, le nom et l'état du client. Donc, vous êtes d'accord avec moi que si je clique ça, tac, vous voyez bien que je n'ai que les 4 colonnes que j'ai demandées. Donc, si par exemple, je veux le téléphone, j'enlève le commentaire et ça me donne le numéro de téléphone en plus des colonnes. Supposons que par exemple, je ne veux pas le nom de famille en premier, je veux le prénom en deuxième. Donc, il suffit donc juste de changer comme c'est à quel niveau vous voulez l'afficher au fait. Ouais. Et donc, vous allez voir le last name en premier, le first name en premier. Donc, c'est vous qui donnez un peu l'ordre que vous voulez afficher, donc les données. Donc, ici, en tant qu'analyse de données, je suis en train de faire une requête qui me permet de voir combien de clients, bien de voir les noms, les prénoms, etc. des clients. Donc, supposons que je veux savoir combien de clients il y a dans cette table en tant qu'analyste de données. Ici, vous allez voir le nombre de lignes de votre résultat. OK? Vous pouvez donc aller voir ici le nombre de lignes ici de votre résultat. Ici. OK? Et le temps d'exécution qui est assez rapide. Donc, vous êtes capable de vous dire, OK, je vois que dans cette table, OK, est-ce que c'est vrai, monsieur le responsable des clients qu'on a dans notre base de données, 2890 clients, est-ce que c'est vrai? Il va vous dire, oui, oui, c'est vrai. OK, parfait. Donc, la requête déjà vous permet donc de poser la question à n'importe quelle base de données, n'importe quel, vous vous rappelez, je vais parler de système de gestion de données. Le select, c'est vraiment la base. C'est la base et c'est une base vraiment solide qu'il faut avoir. Maintenant, ici, supposons que, par exemple, vous avez plusieurs dizaines, je dirais, voire même une centaine de colonnes. Ce que vous pouvez faire, c'est que si vous voulez afficher toutes les colonnes, il y a cette instruction que vous allez voir aussi, Select étoile. Ce n'est pas très recommandé d'utiliser cette instruction-là, mais pour des bases de données qui ne sont pas très grandes. Et l'étoile veut dire affiche-moi toutes les colonnes en fonction de comment ils sont dans l'ordre qu'ils sont dans la table. Donc, affichez-moi toutes les colonnes. Donc, select étoile from le database. Il va vous afficher toutes les colonnes qui se trouvent donc dans cette table-là. Si on fait la même chose avec catégorie de produits, ici, select étoile product category, ici, il va vous donner donc
toutes les colonnes qui sont à l'intérieur donc de cette base de données. OK? Donc, ça, c'est la première instruction de base lorsqu'on parle du select. Maintenant, le select, maintenant, on peut aller maintenant chercher des détails un peu plus poussés. Supposons que, par exemple, dans notre table client, donc ici, au niveau du select from, est-ce que ça va? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que tout le monde comprend? C'est vraiment la base, hein? Le select va prendre le nom des colonnes ou bien slash. C'est la base, c'est vraiment qu'on veut afficher les colonnes, le nom des colonnes ou bien on veut peut-être, on peut même mettre une formule aussi là-bas, hein, mais je ne veux pas encore rentrer dedans. Donc, on met l'étoile. L'étoile, c'est pour donner toutes les colonnes. Est-ce que tout le monde est confortable avec juste la requête de select, le fait qu'on va mettre les noms et le nom de la table? Parfait. Super, merci René. C'est bon, Youssouf. Super. Donc, maintenant, en tant qu'analyste de données, on me demande d'aller, par exemple, chercher un client en particulier. Un client en particulier, supposons par exemple, on me dit, René, nous avons besoin de l'adresse donc du client numéro 14. Le client numéro 14 est là pour faire une information. Tu es d'accord avec moi que venir ici dans la base de données, chercher, ou même on te donne le client, la Chao Ortiz. On te donne le nom du client et on veut l'adresse du client. OK? Donc, il y a une fonction qui nous permet donc d'aller vraiment afficher, juste donc ouvrir la table et afficher juste une ligne ou des lignes qu'on cherche en particulier. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre une condition. Donc, c'est l'instruction where. Donc, le where, maintenant, va être l'instruction qui va venir maintenant vous permettre de mettre une condition sur les lignes. OK? Donc, on va mettre une condition sur les lignes de votre table. OK? Supposons que vous, par exemple, les clients qui habitent New York. Parce que là, vous allez voir que les États, on a New York, on a Californie. OK? Vous voulez juste afficher les clients qui sont à New York. Vous voulez afficher juste les clients qui habitent dans un code postal. Ça, c'est le zip code, dans un code postal déterminé. Donc, on va maintenant venir ajouter une colonne, une instruction supplémentaire dans le select. On est toujours dans le select, hein, qui est l'instruction where. Donc, where, comment ça fonctionne? Where, donc, condition sur les lignes. Donc, on va avoir le nom. Si je dis ligne, je peux même dire colonne. Je vais mettre colonne parce que ça va faire plus de liens avec ce qui va suivre. Donc, colonne. Donc, vous allez mettre donc, devant le where le champ, donc la colonne que vous voulez filtrer. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Le filtre permet de faire un filtre, comme dans Excel. Au fait, c'est comme le filtre de Excel, le where. OK? Lorsque vous avez un fichier Excel et que vous voulez sélectionner, filtrer et sélectionner juste, c'est ce que fait exactement le where. Donc, le where va poser une condition sur les colonnes de votre table. Donc, vous allez mettre devant le where le nom de la colonne. Pas entre crochets, on va mettre le nom de la colonne et on va pouvoir mettre c'est une fonction, pas une fonction, un opérateur, voilà, un opérateur comme égal, l'opérateur de base égal, différent, comme, like. Donc, on va mettre l'opérateur, donc nom de la colonne plus opérateur, et la condition. Et la condition, OK? Et la condition. Si on vient donc dans l'exemple, donc ici, c'est ça, nom de la colonne, l'opérateur et la condition. Donc, si on vient dans l'exemple que j'ai donné tout à l'heure,
qu'on veut le client 12. Donc, vous allez voir que on va mettre Customer ID. OK. Customer ID, c'est quoi? C'est la colonne Customer ID. Et on va dire Customer ID égale à 12. OK. Donc, si on roule cette requête, vous voyez que le OR nous montre juste une seule ligne. Une seule ligne, c'est la ligne donc du client numéro 12. OK? C'est la ligne donc du client numéro 12. Donc, est-ce que je peux agrandir plus que ça? Non, c'est bon. Je voulais agrandir le résultat, mais bon, c'est bon. Je n'arrive pas. Donc, ici, vous voyez bien donc qu'on peut faire avec le where des conditions sur donc les différentes donc, colonnes qui existent donc dans notre table de données. Je vais réafficher donc toute la table et supposons que maintenant, on veut maintenant faire une condition sur la colonne state. OK, la colonne state. Tout à l'heure, je vous disais que on veut sortir donc les clients qui habitent donc dans l'État de New York. Donc, on va utiliser la colonne state pour pouvoir faire ce filtre-là. OK? Est-ce que l'explication du where, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que vous avez compris ce à quoi sert le where avant d'attaquer l'exemple? OK, parfait. C'est clair, parfait. Donc, ici, on va poser une condition donc sur la colonne state. State, bon, il le met comme ça parce qu'il y a un autre mot au niveau de SQL qui donne l'état, mais il va s'exécuter sans problème. Donc, ici, égal, ça arrive des fois, égal à quoi? À New York. Okay, je vais le mettre comme ça. Et vous voyez là, déjà, il me dit nom de la... Ah non, attends, je vais vous montrer ce qu'il va faire comme erreur. Voilà. Nom de la colonne invalide. Parce que New York, normalement, on doit le mettre pour les chaînes de caractères. Pour les chaînes de caractères. Tout à l'heure, si je retourne en arrière, donc vous pouvez retourner en arrière ici, hein, comme dans la plupart des applications. Je vais juste copier ça et je remonte en devant. OK, voilà. Donc, vous allez voir la différence qu'il y a entre la première instruction qu'on a fait en cherchant le Customer ID, c'est qu'on a mis le 12 sans crochet parce que le 12, quel est le type de caractère du Customer ID? C'est un integer. Donc, tout ce qui est nombre, chiffres, etc., on n'a pas besoin de les mettre entre cotations, donc entre griffes, si je peux l'appeler comme ça. On n'a pas besoin de les mettre, mais lorsque vous utilisez des chaînes de caractères, donc les chaînes de caractères comme les adresses, les noms, les États, les villes, là, pour pouvoir poser la condition, on ne peut pas juste mettre la colonne, l'opérateur et la valeur comme ça. On écrit juste New York, NY comme ça. Notre instruction ne va pas fonctionner. Oui. Fais un nombre. Oui. René, je vais revenir, je vais répondre à ta question, OK? Donc, ici, on ne peut pas faire juste NY sans mettre l'information entre crochets. Je vais faire la même chose pour la ville. Supposons qu'on veut la ville de Buffalo. OK? Donc, si on veut la ville de Buffalo, si on veut la ville de Buffalo, on va mettre ici la colonne dont il s'agit, c'est City, et égal à quoi? Égal à Buffalo.
Donc, je vais faire un premier 100 dans Buffalo B, parfait. Vous voyez, j'ai le message d'erreur. Et je vais mettre... Donc, lorsque vous mettez la condition, il faudrait s'assurer de... Vous allez avoir peut-être des messages d'erreur des fois, mais les messages d'erreur, il faudrait voir, est-ce que ce n'est pas parce que votre type de champ ne correspond pas à l'opérateur que vous utilisez. OK? Parce que si votre type de champ ne correspond pas à l'opérateur, c'est sûr que vous allez avoir un message d'erreur. OK? Et des fois, dans SQL, les messages d'erreur ne sont pas très explicites, c'est-à-dire que ce n'est pas clair. Des fois, il faut aller chercher pour pouvoir trouver la signification donc, du message d'erreur. OK? Donc là, on vient de filtrer au niveau de Buffalo. OK. Donc là, je vais répondre à la question de René. René pose la question suivante. Et René, j'apprécie beaucoup ta participation parce que tu es très, très actif. Je dirais que c'est l'étudiant de la journée. Merci beaucoup pour ta participation active. J'aime ça. Est-ce qu'on peut avoir plusieurs conditions avec le where? Je dirais que oui, on peut avoir plusieurs conditions avec le where. Et on va utiliser donc d'autres opérateurs logiques comme le et en anglais c'est and ou le or par exemple pour pouvoir mettre plusieurs conditions. OK? On va faire un exemple là live pour te montrer concrètement comment est-ce qu'on peut mettre plusieurs conditions dans le where. OK? Donc, je veux faire un autre exemple pour vous montrer quelque chose. Donc ici, par exemple, on va faire un test avec zip code. Okay. On va mettre le même zip code. Voilà. Alors, vous allez remarquer donc qu'au niveau donc, du zip code, le type de caractère ici, pourquoi je voulais faire cet exemple-là, parce que c'est très important. Le type de caractère ici, c'est le caractère chaîne de caractères. Okay? C'est une chaîne de caractères. Mais la particularité de cette colonne, c'est que c'est une chaîne de caractères qui contient des nombres. Okay? Donc, c'est une chaîne de caractères, c'est un varchar, un peu comme le nom, etc., les autres. Mais à l'intérieur, au fait, les données sont sous un format qui est proche, vraiment très, très proche des nombres. OK? Et lorsque vous faites une requête sur ce champ-là, vous allez voir donc que ça va fonctionner même sans la cotation et ça va fonctionner et avec la cotation. Vous voyez? Donc, ça, c'est des choses que vous allez apprendre au fur et à mesure que vous êtes en train de travailler. C'est parce que le système en arrière, pour le moment, dans cette colonne, il n'y a rien qui contient des données alphabétiques. Si, par exemple, dans la colonne, on ajoutait un A, une seule ligne, juste une seule ligne, on mettait juste un A, vous allez voir que notre requête simple comme ça ne va pas fonctionner. Donc, c'est parce que pour le moment, dans Zipcode, on a des données qui ressemblent toutes à des données numériques. Et ce qui est extraordinaire avec ces outils-là, c'est que au fait, ils sont optimisés. Au fait, les outils de gestion de base de données sont optimisés. C'est-à-dire que lorsque vous utilisez les requêtes, je cherche un peu là. Au fait, les requêtes, les requêtes, la machine, au fait, optimise en arrière. Il y a de l'optimisation qui est faite en arrière pour pouvoir gérer les requêtes. Ça permet de dire, est-ce que j'ai... Voilà, c'est ça. Lorsque vous exécutez la commande, le système détermine la meilleure façon d'exécuter votre demande et comment interpréter la tâche. Vous voyez, cette partie-là, c'est celle que je cherchais. Comment interpréter la tâche. Donc, ici, en arrière, notre SQL a interprété un peu notre champ comme un champ numérique. Donc, il n'a pas fait de chichi. Il a juste exécuté le champ
Et on a exactement donc les informations, les 18 lignes qu'on a avec le Buffalo, puisque Buffalo, c'est le même zip code. Maintenant, nous allons faire donc un exemple avec la question de René. René qui demandait, est-ce qu'on peut mettre plusieurs requêtes ensemble, plusieurs conditions? Est-ce qu'on peut avoir plusieurs conditions ensemble? Oui, on peut avoir plusieurs conditions ensemble, comme je disais. Donc ici, on a mis une première condition. La première condition, c'est quoi? C'est que le zip code est égal à 14 215. Et la deuxième condition, on l'ajoute donc, je vais mettre en majuscule, on ajoute donc une autre condition qui est que le Customer ID est 23 000. Donc, vous vous rendez compte que j'ai triché parce que j'ai regardé ici pour pouvoir choisir celui-là. Parce que lui, il va répondre à la condition que son zip code est ici égal à 14 215 et que son numéro Customer ID est égal à 2309. Donc, si vous faites le select, il vous affiche le client qui a le 23009 et le zip code de 14 215. Maintenant, la question de René, c'est de dire, est-ce que je peux montrer le nombre d'achats du client? Oui, on peut le faire aussi, mais ça va venir introduire d'autres notions qu'on appelle les jointures. Alors, la notion, je vais juste faire une parenthèse pour la notion de jointure. Vous allez remarquer que la table qu'on a devant nous, on n'a aucune information d'achat dans cette table-là. Cette table, en fait, c'est comme le répertoire des clients. C'est-à-dire que c'est la table dans laquelle on trouve les informations juste des clients. Quel est le nom du client? Quel est le prénom? Quel est son numéro de téléphone, son adresse, etc. Donc, il n'y a pas d'information qui soit liée à l'achat dans cette table-là. OK? Je suis en train de répondre à la question de René qui dit, est-ce qu'on peut retourner les customers habitant à New York et ayant un nombre d'achat, par exemple, donné? OK? Donc, il veut avoir les customers habitant à New York, donc c'est celui-là. Et maintenant, dans cette table-là, on n'a pas les achats. On a juste les noms et les prénoms et les emails. Donc, pour pouvoir récupérer les achats, on est obligé de faire une jointure. Alors, la jointure, c'est quoi? La jointure, c'est que vous voulez, par exemple, récupérer les informations de deux différentes tables. Parce que les informations d'achat se trouvent dans cette table ici, la table des commandes. OK? Donc, dans le order, le cell orders. Donc, si vous cliquez donc dans cette table-là, si on fait un select from, donc vous pouvez faire aussi ça là, select from, et vous pouvez faire ça aussi. Vous avez vu, j'ai juste récupéré la colonne comme ça et je l'ai mis là. La table plutôt. Vous pouvez faire ça. Donc, je pense qu'on va avoir un petit message d'erreur, mais non, ça devrait fonctionner. Oh, pas d'ordre dans cette table-là. Ah ouais, il n'est pas dans la bonne BD. Ouais, ici, par exemple, vous pouvez choisir. Ici, là, on choisit la BD. Je ne veux pas rentrer dans tous ces détails parce que je ne veux pas vous perdre. Il y a beaucoup d'infos ici, mais je veux vraiment aller focus sur les choses, l'instruction. Parce que là, on est dans SQL Server, ouais. Mais demain, vous pouvez être dans Oracle, vous pouvez être dans un autre système de gestion de base de données. Pour moi, en fait, ce n'est pas l'interface qui m'intéresse, c'est vraiment comment est-ce qu'on interagit avec la donnée qui m'intéresse. Donc, je peux vous faire la navigation de SQL, mais donc ici, au fait, ce que j'ai fait, c'est juste que ici, ça nous permet de naviguer dans différentes bases de données. Donc, étant donné que j'étais dans cette base de données que j'ai créée au départ, et vous vous rappelez, j'ai eu un message d'erreur parce que je ne suis pas arrivé à insérer les données. Donc, actuellement, on est en train d'utiliser cette base de données Bike Store qui est ici. Donc, cette fenêtre ici vous permet de naviguer base de données. Et lorsque vous êtes dans la base de données, vous n'avez plus besoin de mettre cette instruction-là ici au début. Vous pouvez directement juste mettre le nom de la table ou du schéma comme ça.
parce que vous êtes déjà dans la base de données. Mais supposons que vous êtes ici, là, le paramètre ici est mis sur une autre base de données et que vous voulez aller chercher l'information dans une autre base de données. Là, c'est là où je précise dans quelle base de données il faut aller chercher l'information. Mais sinon, ici, comme je l'ai récupéré directement de là, il n'avait pas l'information de la base de données. Donc, c'est pour ça ici, je le précise que va chercher dans cette base de données l'information des commandes. Donc, ici, quand je reviens donc à René, quand je clique ici, je vois en fait ici les informations de la commande. Les informations de la commande, la date de la commande, la date souhaitée, la date d'envoi, etc. Je n'ai même pas la quantité ici. Ça, c'est le store. Je pense que c'est plutôt dans ici, dans store, sell order item. Voilà, c'est dans sell order item. Ici, si je mets, tac, voilà. Ici, vous voyez, là, on a les informations d'achat. OK, René? Donc, ici, pour pouvoir faire ce que tu veux faire, René, on a besoin de ces deux tables. On a besoin de ces deux tables-là. On a besoin de ces deux tables. OK? Deux tables, même trois tables. Je pense qu'on a besoin même de celle-là. Pour pouvoir calculer le nombre d'achats par client, on a besoin de ces trois tables. Ces trois tables. Dans la première table, ici, on a les informations. Donc, vous voyez le résultat en bas. Le résultat en bas me donne le résultat de chaque instruction. Okay? Donc, j'ai trois résultats. J'ai le premier résultat ici qui me donne la table qu'on connaît tous, donc les informations des clients qui sont au niveau de New York, qui habitent à New York. Ici, c'est un second résultat que j'ai. Vous allez voir même le nombre change ici. J'ai 2038 clients qui habitent New York quand je clique ici. Quand je clique ici, vous voyez ici, le nombre de lignes change parce que dans cette table à order, j'ai 1615 commandes. Et si je clique ici, j'ai 4722 détails de commandes, en fait, donc de biens commandés. Donc, vous allez voir ici qu'on a la quantité dans la dernière table, la quantité de produits, le prix et le rabais qui a été affiché. OK? Donc, je suis obligé ici de faire un lien de la jointure. La jointure, c'est au fait de pouvoir relier plusieurs tables. Pour le moment, les tables sont séparées. Les tables ne sont pas liées. Donc, il faudrait faire une jointure des tables. Et pour faire la jointure des tables, donc je vais écrire ici. Il faut donc faire la jointure des tables avec une clé primaire. Deux nouvelles notions que je viens d'introduire. Clé primaire et jointure. Donc, jointure et clé primaire. Je vais expliquer. OK? Je vais expliquer. Alors, clé primaire, c'est quoi? Clé primaire, c'est un champ, c'est le champ qui est unique, c'est-à-dire qui permet de distinguer chaque ligne de manière unique dans une table. Et généralement, on utilise les ID. Par exemple, quand vous êtes dans une entreprise, il y a la liste des employés. Donc, vous pouvez avoir dans une entreprise plusieurs écoués à Fanou. Surtout au Togo, si vous allez au Togo, il y a de fortes, Togo au Bénin, il y a de fortes probabilités que vous ayez plusieurs Afanu Ekwe. Si vous tapez même sur Google actuellement, Afanu Ekwe, il y en a plusieurs Afanu Ekwe. C'est vrai que je suis beaucoup sur Google, mais il y a d'autres Afanu Ekwe que je vois aussi sur Google. Quand je tape Google, il y a beaucoup d'Afanu Ekwe. Donc, il peut y avoir plusieurs Afanu Ekwe. Mais la manière, donc, quand vous allez avoir une table de tous vos employés de l'entreprise et que vous avez trois Afanu Ekwe,
Donc, il faut trouver une manière de pouvoir les distinguer. C'est là que vient le numéro d'employé. Donc, le numéro d'employé, par exemple, c'est une clé primaire. C'est-à-dire que lorsque vous allez rentrer dans une table où on a la liste des employés, il faut qu'il y ait un moyen de pouvoir distinguer, ou le matricule, de pouvoir distinguer chaque employé avec un numéro, avec un identifiant. Donc, la table Customer, par exemple, il y a le Customer ID. Le Customer ID, c'est le numéro qui permet d'identifier chaque client. À chaque fois qu'on a un nouveau client, on lui donne un Customer ID. Le premier client, Debra, elle a sûrement été la première cliente à joindre la compagnie. Elle est numéro 1. Actuellement, on a jusqu'à 2890. Supposons qu'on a un nouveau client, René Kossi. Son numéro d'identifiant sera 2891. OK? Donc, c'est l'identifiant unique. Donc, lorsque tu vas prendre un numéro, ça va correspondre juste à une seule personne dans la table. OK? Donc, c'est ça qu'on appelle la clé primaire. Dans une table, c'est la colonne, c'est le champ qu'on appelle la clé primaire. Le champ qui permet, dans ce champ, la valeur qu'on trouve dans ce champ-là permet d'identifier les éléments de la table de manière unique. Donc, vous allez entendre les gens, la clé primaire, c'est quoi la clé primaire de ta table? C'est quoi la clé de ta table? Des fois, ils vont juste dire la clé. C'est quoi la clé de ta table? C'est l'élément qui permet donc d'identifier de manière unique, c'est le champ qui permet d'identifier de manière unique les enregistrements dans la table. Quand vous allez aller dans la table Order, vous allez avoir encore un Order ID. Order ID, vous pouvez le prendre comme étant le numéro de bon de commande. Supposons que, par exemple, un client vient faire une commande ou bien le numéro de facture. À chaque client, à chaque commande, on va avoir un numéro de facture ou un numéro de bon de commande. C'est ce numéro-là qui va permettre de pouvoir distinguer une facture d'une autre facture. Un même client peut venir faire plusieurs commandes, mais chaque commande va avoir une facture pour pouvoir distinguer les éléments qui ont été achetés durant cette commande-là. OK? Donc, le numéro de commande ici est la clé primaire. L'Order ID, c'est la clé primaire de la table Order. Le Customer ID est la clé primaire de la table Customer. Le Order ID est la clé primaire de la table Order. Maintenant, le Order Item, ça c'est une autre manière de pouvoir voir les ID. Je ne vais pas rentrer dedans, mais en fait, il y a une concaténation qu'il faut faire. On peut utiliser plusieurs champs pour pouvoir créer un ID, par exemple. Et ici, dans le cas de Order Item, il faut avoir plusieurs champs pour pouvoir faire le lien, de distinguer une commande de manière, c'est-à-dire que vous aurez la commande et le item pour pouvoir distinguer de manière unique l'élément de cette table. Parce que ici, vous ne pouvez pas utiliser le Order ID parce que vous voyez que le Order ID, on a plusieurs lignes. Normalement, en fait, le ID, la clé primaire, vous devez l'avoir qu'une seule fois par ligne. OK? Une seule fois. Il sera présent une seule fois pour une ligne. Il ne se répète pas dans votre table. Okay? Dès qu'il y a un champ qui se répète, on ne peut pas utiliser ce champ comme clé primaire. Il faut que le champ soit unique, comme on l'a vu de manière dans les autres tables. Là, vous allez voir que le numéro est unique, quoi. C'est si je fais égal à 2, on ne va pas avoir 2, etc. Donc ici, au niveau de Order Item, il faut utiliser, par exemple, ces deux éléments-là, le Order ID et le Item ID, pour pouvoir faire la clé primaire. Il faut deux champs pour faire la clé primaire dans cette table-là. Ça, c'est une autre particularité encore, mais ça répond toujours à ce besoin-là de dire comment est-ce que je peux voir un élément unique dans ma table. Donc, c'est avec les clés primaires qu'on va faire donc les jointures. Donc, les clés primaires vont permettre de lier les tables.
la clé primaire d'une table peut se retrouver dans une autre table. Par exemple, Customer ID ici, qui est dans la table Customer, se retrouve dans la table Order ici. Mais ici, ce n'est pas unique parce que le client peut faire plusieurs demandes. OK? Je vais juste faire quelque chose pour qu'on regarde quelque chose. Ne faites pas attention à ce que je fais, OK? À ce que j'écris. Je peux vous expliquer. Là, je veux juste faire un tri. Il y a l'instruction Order By qui permet de faire un tri. En même temps, je vous le montre, c'est vrai. Order By, ça veut dire que je veux qu'il trie par ordre alphabétique. Je veux voir que le Customer ID soit trié par ordre alphabétique parce que par défaut, la table se trie par la première colonne. Vous voyez par exemple ici vous voyez ici par exemple, est-ce que j'ai un exemple? J'ai l'exemple 4. Alors même le 1, c'est bon. Vous voyez par exemple le client 1 qui habite à New York, là, le client 1, Debra Burks. C'est son ID qui est ici. Debra a fait 3 commandes. OK? La commande 599, la commande 1515, etc. Mais vous voyez, le ID est répété 3 fois ici. Donc, si je veux avoir les commandes de Debra, je dois aller faire un lien ici entre le 1 et le 1 qui est ici. Donc, il faut que cette colonne-là, je fasse une jointure entre ces deux colonnes-là et que je cherche la personne qui a le ID 1 et je vais avoir les numéros de ces commandes. OK? Donc, c'est ça la jointure. La jointure, c'est de pouvoir lier deux tables par la clé primaire. Donc, la clé primaire de l'autre qui se retrouve dans une autre table permet de faire ce lien-là. Alors, je rentre dans beaucoup de détails. Peut-être que vous êtes un peu confus, mais cherchez un peu au niveau de la jointure sur Google et puis vous allez voir ce que j'essaie de dire. En fait, c'est qu'on peut lier plusieurs tables en faisant des jointures. Donc, concrètement, ce qu'on peut faire ici, on peut faire left join ici. Je vais faire une jointure live, OK? Une jointure avec le order ID. C'est une instruction pour pouvoir faire des jointures. Donc, ici, on met la première table. OK? Je fais la première table qui est Customer. Je dis, cette instruction, c'est cherche-moi tous les clients. Maintenant, tu vas faire un lien avec la table. Ici, cette expression-là, left join, c'est tu me fais une jointure. OK? Le left, c'est pas important pour le moment, mais on fait une jointure. Je peux même juste faire un join. On fait une jointure avec la table order et on va utiliser quelle clé? On va utiliser la clé Customer ID. Donc, c'est la clé ici, c'est Customer ID. C'est ça. Customer ID. Attendez, je vois. La clé est Customer ID égale. On va prendre dans Order aussi Customer ID. Là, ça devient un peu compliqué, hein, mais bon. Excusez-moi, là, c'est juste pour vous montrer live ce que ça donne. Donc, ici, on va prendre, je vais mettre un commentaire ici, un commentaire là. On va prendre le client 1, OK? On va prendre le client, le Customer ID 1, OK? On va prendre le Customer ID, le Customer ID 1. Donc, je retourne en arrière, OK? Voilà. Là, qu'est-ce que j'ai? J'ai juste le client 1. OK? Donc, j'ai pas ces deux parties-là, je les ai mis en commentaire, il ne les a pas roulées. Donc, qu'est-ce qu'il m'a fait ici? Il m'a juste choisi dans la table client, toutes les colonnes donc, du client qui a le ID 1. OK? Tout ça, c'est le ID 1. Je peux même enlever tous ces trucs-là, on n'en a pas besoin, vu qu'on est déjà dans la BD. Je vous ai expliqué ça tantôt pour simplifier un peu la lecture. Ça fait beaucoup d'informations.
Donc, ici, on a le client, les informations du client ID 1. Et ici, je viens lui dire, fais la jointure avec la table Order. Et pour faire la jointure, utilise la colonne ID, Customer ID qui est dans la table Customer, et utilise la colonne Customer ID qui se trouve dans la table Order, puisque la colonne se trouve dans les deux tables. Donc, c'est cette clé-là qui va permettre de les lier. Le Customer ID qui est dans la table Customer et le Customer ID qui est dans la table, qui est dans la table Order. Et je fais un select. Donc, vous allez voir qu'il y a de nouvelles colonnes qui s'ajoutent. Je ne sais pas si vous voyez la différence, mais ici, on avait juste 9 colonnes. OK? Une fois que je fais la jointure, j'ai les colonnes de la table ID. Donc, la table Customer s'arrête ici au zip code. Donc, c'est le client 1. Vous voyez, il se répète parce que je viens de faire une jointure avec le order. Donc, on a les commandes de ce client-là s'affichent automatiquement dans ma requête parce que je viens de joindre les deux tables. Avec cette instruction ici, je viens de faire une jointure des deux tables. Donc, je peux faire la jointure de plusieurs tables tant que j'ai des clés primaires entre les tables. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question de René. René, c'est toi qui nous as fait faire tout ce tour-là, mais je trouvais ta question très pertinente. C'est pourquoi je suis rentré dans ces détails. Mais c'est qu'on peut vraiment faire la jointure de plusieurs tables pour aller récupérer les informations dans d'autres tables, à condition qu'on ait des clés primaires. Donc, deux notions importantes, la jointure des tables. Plusieurs tables, on peut les lier par le biais donc, des clés primaires, donc le champ qui permet donc d'identifier de manière unique les informations dans la table. Est-ce que j'ai perdu des gens? Est-ce que c'est clair? Est-ce que ce n'est pas clair? Je veux avoir des réactions. J'ai beaucoup parlé. Je veux avoir des réactions dans le chat, s'il vous plaît. René, surtout de René. Ou si ce n'est pas clair, juste une question pour clarifier. Et je pense qu'on a dépassé notre séance de 30 minutes. Je pense que on va s'arrêter là avec des questions. Si vous voulez, vous pouvez ouvrir vos micros et on prépare une deuxième session durant le mois de juillet pour aller plus dans le détail avec les jointures, avec les différents éléments. Ce sera, je vais vous donner la date en même temps. Donc, la prochaine, donc ce sera à la fin du mois, donc le 30 juillet. Le 30 juillet, on aura la deuxième partie du SQL